Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Méthode. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir des acteurs qui interviennent dans le monde des avocats. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Retrouvez l'ensemble de nos ressources sur www.anomia.fr où vous trouverez des podcasts, des articles, des guides méthodiques, des simulateurs de valorisation, de rentabilité et encore énormément de choses. Nous venons de refaire notre site internet et nous décomptons plus de 500 pages de contenu gratuit à votre destination. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de la méthode, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Netter. Pierre est le directeur général du groupe Leaders League. Il parle de son parcours, de ce qu'ils font chez Leaders League, de son évolution de cette entreprise, des classements, le fameux guide que nous avons réalisé il y a peu de temps, du nouveau rôle qu'il a suite au rachat par FICAD et d'encore beaucoup d'autres choses. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter mon interview de Pierre Netter. Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour Pierre Netter, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de La Méthode. Alors toi, tu es le directeur général du groupe Leaders League, tu es connu chez les avocats, notamment pour Décideur et pour beaucoup d'autres choses, et je suis ravi de te voir aujourd'hui. Bonjour Pierre Netter. Ouais, écoute, c'est un plaisir partagé, merci Valentin pour l'invitation. Eh bien avec grand plaisir. Alors est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi? T'es qui, tu fais quoi, tu viens d'où? Alors je suis qui, je fais quoi, je viens d'où? Pierre Netter, 42 ans, papa... qu'est-ce que je fais? Donc je dirige effectivement Leaders League. Donc j'ai une particularité, c'est que c'est une entreprise que j'ai rejoint il y a très longtemps. Je l'ai rejoint quand j'étais stagiaire. Donc j'ai grandi au sein de l'entreprise. J'ai fait des études de droit. Jusqu'ici rien de très original. J'ai raté l'examen du barreau. S'ensuit la phase des doutes, du questionnement, en disant je suis pas assez bon pour ça, etc., etc. Et puis bon, bah voilà, à un moment il faut chercher du boulot. Je trouve pas du boulot, en revanche je trouve un stage et je croise la route de Pierre-Étienne Laurenceau. Donc on est en janvier 2007 et donc je viens le voir avec ma plus belle plume puisque j'adorais écrire. Donc je me pointe avec un article que j'avais écrit pour le compte du dirigeant d'un cabinet dans lequel j'avais fait un stage. Et puis il me dit c'est génial ce que t'écris, si t'écris tout le temps comme ça, je te garderai, c'est sûr. Et puis il dit en substance ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, c'est-à-dire il me dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin de gars comme toi, etc. Donc j'attaque tambour battant. Et je rejoins la rédaction de Décideur. Donc à l'époque d'ailleurs la boîte s'appelait Loficom et on s'appelait pas Décideur Magazine, on s'appelait Décideur Stratégie Finance Droit. Et en fait mes premiers pas, mon premier boulot, c'est lancer le tout premier guide de l'histoire de Décideur, parce que c'était un guide capital investissement. Et autant te dire que quand tu sors d'un M2 en droit des nouvelles tech et que tu as des gars qui te parlent de dette mezzanine, même de private equity à l'époque, je veux dire début 2007, private equity c'est un gros mot. Et de trucs comme ça, j'étais absolument largué. Mais je me suis accroché, j'ai vachement appris. Et donc au bout de 3 mois de stage, le hasard a voulu que je revienne au bureau avec un gros contrat. Et donc le lendemain, un CDI m'attendait sur mon bureau. Et donc voilà, et j'ai grandi à partir de là, j'ai grandi dans la boîte. Et donc voilà d'où je viens. Très chouette. Et du coup, est-ce que tu peux me dire un petit peu à quoi ça ressemblait finalement Leaders League il y a maintenant 15 ans de ça? Écoute, on était 15. Ouais. Contre à peu près 150 aujourd'hui, donc ça avait rien à voir. On avait des locaux rue de la Chaussée-d'Antin, c'était un appart assez bas de plafond où tout le monde était plus ou moins entassé. Mais t'avais un peu l'atmosphère système D, quoi, où tout le monde doit savoir un petit peu tout faire pour que ça tourne. Donc si tu veux, t'avais un paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois t'avais une atmosphère à l'époque qui était assez dure, puisque t'avais pour être clair, un conflit entre le patron de la rédac de l'époque et Pierre-Étienne. Donc il y avait une ambiance qui était un peu à couteau tiré. Moi, je suis arrivé au milieu de tout ça, c'était assez pénible. Et en même temps, t'avais aussi tout un groupe de mecs, de nanas, etc. Et
ça s'entraidait à fond. C'est-à-dire que on devait sortir un guide, on n'avait jamais sorti de guide, c'était une nouvelle méthode, c'était un nouveau produit. Mine de rien, à l'époque, c'était vachement innovant, puisque c'était compiler les classements par thématique. C'est pas quelque chose qui se faisait, puisque l'approche Chambers et Legal 500, c'est plutôt de sortir la Bible annuelle. Donc là, c'était vraiment une logique sectorielle. Et puis l'autre élément de différenciation qui était important, c'est de dire on ne sortait pas juste des classements d'avocats, on sortait aussi les classements des fonds, les classements des banques, etc. Donc c'était vraiment une démarche écosystémique qui changeait pas mal par rapport à ce que pouvaient proposer les autres acteurs en place à l'époque. Et alors du coup, comment tu fais pour aller capter la donnée? Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, étant donné que vous existez, étant donné qu'il y en a d'autres, tu peux aller capter la donnée, regarder un petit peu ce qui se passe, etc. Mais initialement, comment tu fais en fait pour aller capter toute cette donnée? Tu te déplaces. Tu te déplaces, tu vas ouais, rencontrer voilà, les gens, c'est ça. tu vas essayer de les comprendre, etc. Et je te dirais que d'une certaine manière, tout n'a pas changé de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on continue de se déplacer, de faire beaucoup d'entretiens. Alors, évidemment, aujourd'hui, tu as vachement de visio, etc. Mais à l'époque, tu avais deux méthodes. Et de ce point de vue, il n'y a pas de révolution en fait en 15 ans, puisqu'on reste quand même sur une logique assez artisanale. Tu avais l'envoi de questionnaires sur une base de données. Donc, on réceptionnait beaucoup de questionnaires. Et puis on allait en rendez-vous et tu tournais ces premières années. Je pense que on bossait vraiment beaucoup. Les premières années, je dirais que j'ai bossé comme un chien. On tournait à 3-4 rendez-vous jour, et 5 jours par semaine. Donc t'étais quand même sur une collecte de data qui était hyper importante et on allait au fond des trucs. Et puis justement, on était sur du capital investissement et on s'appuyait aussi sur des études de marché anglo-saxonnes très poussées. En l'occurrence, à l'époque, on travaillait avec les études d'un institut qui s'appelle Preqin. Et donc, c'est toujours pareil. Moi, du haut de mon M2 en nouvelle tech, je plongeais dans la Bible Preqin, évidemment écrit en anglais, sinon c'est pas drôle. Et tu voyais les classements des fonds par quartile, etc. C'était vraiment un boulot, d'analyste, c'était hyper poussé. Je veux dire, on a beaucoup travaillé. Et là, donc, tu bosses énormément pour sortir ton premier guide sur le capital investissement. Vous le sortez au bout de combien de temps? Et quelles sont les retombées finalement que vous pouvez en avoir? Écoute, on le sort en retard, déjà. Et je te dirais que pour ceux qui nous connaissent, on va se dire, tiens, déjà à l'époque, parce qu'on est toujours relativement à la bourre. On le sort. Je pense qu'on doit mettre 4-5 mois à sortir la publication. Et les retombées en fait sont excellentes. Elles sont excellentes parce que à l'époque on a un concurrent en France qui est le guide Capital Finance du Capital Investissement, qui est hyper implanté, qui est l'annuaire de référence en fait des fonds, des avocats, des banquiers, etc. Et nous on vient là un peu en mode trublion pour bousculer le jeu de quilles. Et on est un indé, Capital Finance et le groupe Les Échos, donc ils ont quand même un support derrière qui est tout à fait significatif. Et nous, on sort ça, où on a une partie annuaire qui est très bien remplie. Je me rappelle, sur la première édition, on a quand même à peu près 70 clients. C'est loin d'être un échec, bien au contraire. Mais on est derrière quand même Capital Finance à ce moment-là. Mais par contre, la partie éditoriale s'impose assez rapidement comme quelque chose de poussé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des papiers d'analyse de fonds. On sort de la statistique justement qu'on était allé chercher dans des études de marché niveau professionnel version américaine, quoi. Donc en 2007, en France, il n'y a pas ce niveau d'analyse qui existe. Et puis on avait publié les interviews de je ne sais plus combien de patrons de fonds d'investissement. Enfin, je veux dire, le truc était hyper travaillé, donc super accueil. Et tant et si bien qu'on enchaîne quelques mois plus tard pour sortir le guide fusion-acquisition, puis le contentieux, etc., etc. Et aujourd'hui, du coup, vous avez combien de guides et sur quel cœur de métier? Parce que je comprends bien en t'écoutant que ton analyse est à chaque fois au niveau de l'écosystème et pas directement dirigée vers une profession. C'est ça. Donc au niveau du nombre de guides aujourd'hui, je dirais à la louche, on doit être sur une trentaine, parce que on en a fusionné quelques-uns au cours des 2 dernières années.
Et effectivement, on fonctionne par logique écosystémique, c'est-à-dire que la boîte est organisée en business unit sectorielles. Donc, on a une business unit pour la finance, pour le droit, pour l'immobilier, pour les ressources humaines, le patrimonial et l'innovation. Et puis, on a également une business unit internationale. Et en fait, au sein de chaque BU, tu vas retrouver les classements des différentes sociétés. Donc généralement, c'est des sociétés de conseil, puisque c'est notre spécialité. Donc c'est des sociétés de conseil qui vont animer cet écosystème. Donc si tu prends par exemple, si on reste sur le capital investissement, on va y retrouver les classements, alors évidemment des avocats, je pense que tu y reviendras sur ce point-là un peu plus tard, mais tu as les avocats, les banquiers d'affaires, les fonds, les boîtes de transaction services, les chasseurs de tête dédiés aux boîtes sous private equity, et puis j'en oublie, enfin je veux dire, il y a à peu près tout ce que tu peux trouver dans un écosystème, et en fait on décline cette méthode thématique par thématique, pour en fait se dire, tu es par exemple un chef d'entreprise et tu es confronté à une situation de retournement de ta boîte. T'es en difficulté, tu dois mettre en place une restructuration un peu lourde. Si tu vas sur le site Leaders League ou que tu ouvres notre guide restructuring, tu vas vraiment retrouver l'intégralité des acteurs qui vont pouvoir t'accompagner au moment du retournement. Donc ça va de l'administrateur en passant par les conseils financiers, les cabinets d'avocats, j'en passe et des meilleurs. Enfin voilà, même des banques spécialisées dans les entreprises en difficulté. Donc on a vraiment cette logique de couverture d'écosystème. Et je précise simplement pour clarifier un point. Quand je dis qu'on a une business unit droit, ça ne veut pas dire que la business unit droit s'occupe de tous les cabinets d'avocats. En fait, les cabinets d'avocats sont logés en réalité au niveau classement dans différentes business units. Typiquement, tous ceux qui vont faire du droit social vont être logés dans la business unit ressources humaines, puisque la spécialité de la business unit RH, c'est de cibler la fonction RH de l'entreprise. Très clair. Et donc, par exemple, pour le droit immobilier, tu auras les avocats qui sont spécialisés sur le droit immobilier, c'est ça. Les fonds spécialisés en T'as tout compris, etc. C'est ça. Très clair. Donc, tu arrives en 2007, tu es stagiaire. Au bout de 3 mois, tu ramènes, par le plus grand des hasards, entre guillemets, je prends tes mots, un super contrat. Laurenceau, le lendemain, te pose ton CDI. Normal, tu rapportes du cash. Ouais. Aujourd'hui, tu es directeur général. Ça fait quand même 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Quelles ont été les évolutions de ta carrière et de la société durant ces 15 dernières années ? Alors, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais en fait, si tu veux, déjà, aujourd'hui, je disais qu'on est organisé en BU, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant très longtemps, en gros jusqu'en 2014-2015, à la louche, on était organisé en services. On avait 2 grands services. On avait le service édition et on avait le service événementiel. Le service édition, pour faire simple, c'était les classements. Donc aujourd'hui, chez nous, on appelle ça l'agence de notation. Donc tu avais les classements et puis Décideur Magazine. Moi, pendant pas mal d'années, je dirais, à partir de mi-2008, parce que ça a été assez rapide, jusqu'au moment où on s'organise en business unit, je dirige le service édition. Donc mon boulot, c'est accompagner la croissance de cette équipe, de ce métier qui grandit très vite, parce que c'est cette activité-là qui vraiment génère la croissance de la société. Et donc c'est gérer des équipes éditoriales, c'est gérer des équipes commerciales, c'est mettre en place aussi une méthode de travail, puisque ça aussi je pense qu'il y reviendra, mais notre réputation n'a pas toujours été excellente, et d'ailleurs on peut encore avoir des problèmes réputationnels. Il y avait pas mal de choses à faire, à remettre à l'endroit à ce moment-là, et donc fallait quand même expliquer aux gens comment on fonctionnait, quels étaient les critères sur les classements, et puis faire preuve vraiment d'une vraie rigueur. C'est-à-dire que on pourrait y revenir, mais le boulot de classement, c'est pas tu balances 50 noms dans un shaker et tu regardes dans quel ordre ils sortent, quoi. Il y a quand même un taf derrière qui est super important, qui est pas d'ailleurs très marrant en fait à faire. Tu te fais souvent des nœuds au cerveau. Donc il y avait vraiment ce sujet d'accompagnement et cette partie éditoriale. Moi, quand j'ai rejoint la boîte, on devait être 3-4 quoi, à bosser sur le premier guide. Le service édition, avant qu'on se réorganise,
Et donc je le dirigeais. On était une bonne quarantaine quand même. Et donc pour moi, le truc marquant, ça a été évidemment faire grandir et accompagner la croissance de cette activité. Et puis me prendre mes baffes managériales, quoi. C'est-à-dire que quand j'avais pas 30 ans et je devais avoir peut-être une bonne trentaine de personnes sous ma responsabilité sans vraiment d'avoir de management intermédiaire. Et c'était grisant et casse-gueule. Et d'ailleurs, je me suis bien cassé la gueule à plusieurs reprises parce que pour le coup, je l'avais pas appris. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça s'apprenne tellement autrement que par l'expérience, la pratique exactement. Donc voilà, donc il y a eu ce moment-là. Donc ça, c'était vraiment une phase. Ça a été une phase hyper enrichissante sur la partie vraiment en fait sur la partie managériale. C'est-à-dire que tu comprends en fait ce que tu peux apporter à un moment aux gens. Tu essaies un peu de trouver ton jeu de jambes relationnel. Trouver la juste distance entre je suis ton pote. Parce qu'on est une boîte de jeunes et que tu as envie d'aller boire des coups après le travail et que tu t'entends bien avec eux et que pour certains on est arrivé à peu près en même temps, etc. Et le moment où mais une fois par an il y a quand même l'évaluation et le moment de l'évaluation c'est souvent aussi le moment où tu dis non et évidemment dans la pire des hypothèses c'est parfois le moment où tu dis dehors. Et ça c'est des trucs effectivement que t'apprends par l'expérience et la pratique. C'est évidemment pas les moments marrants. Mais c'est des moments qui te marquent aussi parce que tu te rends compte que tu dois aussi apprendre à t'endurcir et justement trouver cette juste distance par rapport aux équipes. Donc j'ai mis pas mal de temps. Donc voilà. Et puis autre étape assez marquante. Donc tu as eu le moment où on a fait l'acquisition de Carrière Juridique, Le Petit Juriste et Alpaga. Donc en fait, on a eu l'arrivée de Adrien Chaltiel et de ses équipes. Donc là, on est fin 2014, début 2015. Je dis ça de mémoire. Ça coïncide au moment où on déménage avenue de la Grande Armée. Donc là, il y a un mouvement en fait qui s'opère. Il y a une grande vague d'enthousiasme. Puisque Adrien c'est un profil très charismatique, très sales, très digital, etc. Il insuffle une super énergie dans la société et donc d'ailleurs pour moi c'est un moment difficile à passer parce que je me retrouve un peu dans la situation de l'historique qui voit le mec plus jeune que lui, plus beau, etc., plus grande gueule, qui débarque et qui a les faveurs de Pierre-Etienne. Donc je suis jaloux en fait. À ce moment-là, c'est pas un moment marrant à traverser. Et puis à un moment, je me dis mais arrête de te faire des nœuds au cerveau, quoi. Il y a un truc qui change, tu montes dans le train du changement et voilà sur la période précédente, Pierre-Etienne m'a pas tout de suite dit tu seras le patron de l'édition. Il m'a mis par moment des patrons de l'édition au-dessus de moi. Donc ils ont pas tenu le coup en fait. Et donc j'ai toujours réussi à tenir mon rang et à retrouver d'une certaine manière ma position à un moment ou à un autre. Là, par la force des choses, le boulot, la légitimité, et puis en étant assez cool aussi avec les gens, ça sert. Et puis finalement c'est ce qui s'est passé parce que ça a été un rapprochement qui s'est soldé par le départ d'Adrien au bout d'un moment parce que il y avait plus comme on dit, il y avait plus l'affectio societatis. Et donc voilà, et moi je suis resté pour repartir finalement quelques temps plus tard parce que je suis parti de décideur tout début 2018. Bon, voilà, désaccord stratégique, envie de changement, j'en avais marre de travailler avec... Depuis 2007. Avec Pierre-Etienne, on arrive bien à travailler ensemble, mais on n'est pas les mêmes. On a beaucoup de différences et on a surtout beaucoup de points de désaccord sur la manière de gérer la boîte, même si à la fin, on a toujours réussi à trouver des bons compromis qui permettent à tout le monde de sortir la tête haute, mais c'est fatigant, si tu veux, parce que quand t'as pas le capital, quand il s'agit de pousser tes idées face à celui qui en détient grosso modo 100%, faut quand même, voilà, faut ramer 2 fois plus fort. Et à un moment, t'as l'envie de te battre et elle finit par disparaître. Et donc j'ai une occasion de rejoindre une Legal Tech.
je rejoins une Legal Tech pour accompagner le lancement, etc. Pendant 18 mois, je fais ça. C'était quoi la Legal Tech? Ça existe toujours, c'est Legal Cluster. Donc c'est Jean-Marie Valentin, de s'écrit Valentin Zerouk, qui quittait le cabinet pour monter cette Legal Tech. Il s'associe à Guylain Daramon, qui était le Chief Digital Officer de mémoire, je crois que c'est ça le titre, de HSBC en France, donc un profil ingé hyper solide, etc. Et donc je me retrouve DG en charge du dev sur la Legal Tech, et en fait pendant 6 mois je suis en mode éponge à apprendre comment on gère un projet web, etc. Je me lance sur le développement d'une plateforme où j'essaie de me dire tiens, ce que j'ai appris chez Décideur, comment est-ce que je peux le faire vivre, quoi, d'une certaine manière sur un nouvel écosystème. Et puis se passe 2 trucs. Bon, le premier truc, c'est que le projet sur lequel je bosse, je me rends bien compte que ça a pas fonctionné parce qu'il y a des paramètres que j'ai pas pris en compte. En clair, j'ai commis des erreurs d'analyse et elles vont coûter cher, ces erreurs d'analyse. Donc je me sens, elles ont été évidemment validées, tout le monde était d'accord, etc. Mais dans les faits, c'était quand même le projet que je portais, donc c'est quand même ma paume, d'une certaine manière. Et puis je mesure que pour que ça marche, il faut que je devienne d'une certaine façon super key account manager pour des directions juridiques. Et j'ai pas du tout envie de faire ça. Je m'y retrouve pas. Et puis je suis pas dans un écosystème. Je suis dans un écosystème très ingénieur, etc. Et en vrai, c'est pas c'est pas c'est pas mon monde, si tu veux, quoi. Voilà, il y a un moment. T'aimes travailler avec d'autres typologies de personnes. Moi, c'est vrai que j'étais beaucoup à travailler sur des projets édito, des projets événementiels. C'est pas les mêmes people. Et j'avais aucune légitimité technique sur le terrain tech. Et je trouve que quand tu occupes un poste à haute responsabilité et que tu n'as aucune légitimité technique par rapport au métier que tu pilotes, c'est toujours difficile. Ce que j'avais pas justement chez Décideur, c'est-à-dire que je disais aux gens comment faire un classement, comment faire un guide, comment écrire un article. Mais bon, voilà, j'étais rédac chef, donc j'avais la légitimité pour l'ouvrir. Là, c'était plus compliqué, quoi. Et donc je pars, et je pars pas du tout pour revenir chez Décideur d'ailleurs, puisqu'à la base, je m'embarque plutôt sur la création d'une structure de conseil. Et les affres de la vie perso en l'occurrence, plus un petit déjeuner un samedi matin avec Pierre-Etienne, font que je reprends du service en tant que DG Group cette fois. En fait, quand je suis parti, j'étais DG France. Quand je reviens, je suis DG Group. Ce qui est pas tout à fait pareil. Non, en fait, ce qui est même assez radicalement différent dans les fonctions et les missions. Et donc, je reprends du service en septembre 19. Voilà. Et donc ça, c'est une autre grande étape. Et puis la dernière grande étape, j'ai les mains dedans là en ce moment, c'est FICAD qui vient de faire l'acquisition de Leaders League. Et donc c'est travailler sur ce projet-là, faire bouger les lignes chez Décideur. C'est de la conduite du changement à très forte vitesse et intensité. On va dire ça comme ça. Très clair. Ça veut dire quoi de devenir DG du groupe des décideurs? Parce que tu n'es pas qu'en France, peut-être bien de le rappeler et d'en parler. Vous êtes présent dans d'autres pays. Est-ce que vous avez les mêmes activités? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, on ne fonctionne pas pareil d'un pays sur l'autre. Okay. En fait, tu as 2 univers. Et l'Atlantique sépare les 2 univers. En fait, notre activité internationale, elle a vraiment décollé. D'abord au Brésil et en Amérique latine, avec en fait 2 hubs qui étaient Sao Paulo et Lima. D'ailleurs, c'est toujours là. En fait, on a eu 2 chances en l'occurrence. Il y a 2 personnes. Il y a d'abord Yandira Salgado. Yandira, en fait, est arrivé quelques mois après moi chez Décideur. On a eu un peu la même typologie de parcours, c'est-à-dire qu'on a été vite propulsé manager. On faisait tous les 2 et de l'édito et du développement business, etc. Sauf qu'à la différence de moi, elle est péruvo-brésilienne. Et donc à un moment, elle a eu envie de retourner au Pérou pour plein de raisons personnelles. Et donc ça a créé une opportunité de développement là-bas. Et depuis le Pérou, ce qui a été dit, c'était Lima pouvait être une place à partir de laquelle on pouvait développer la zone LATAM.
Et puis ensuite, il y avait Thomas Di Benedetto qui lui, profil super haut potentiel, HEC, un mec brillant, beau gosse, enfin voilà, le genre de gars qui coche toutes les cases et que t'aimes pas forcément dans la cour de récré quand t'es au lycée, mais qui est un mec exceptionnel, qui lui voulait partir habiter au Brésil et donc il est parti dans le cadre d'un VIE. En fait, ils ont tous les deux développé depuis le Brésil et Lima l'activité sur le continent sud-américain. Et ça a vraiment bien marché. Mais ils ont développé ça avec des méthodes qui n'est pas nécessairement les méthodes qu'on pratiquait à Paris. Si tu veux, c'est un peu la manière de dire si demain tu veux lancer un nouveau site, c'est beaucoup plus facile de lancer un nouveau site que de refondre un site intégralement. T'as pas de dette technique, etc. Tu t'as pas l'historique. Mais en fait, ils sont partis vraiment en mode start-up sans historique, sans se dire il y a une méthode qu'on pratique à Paris, il faut qu'on fasse à tout prix la même chose. Ils étaient hyper agiles, ils ont une méthode de travail qui était différente, ils ont beaucoup plus fait de marketing digital, là où nous on était vraiment à fond sur la diffusion des guides, etc. Et donc ils sont bien développés et aujourd'hui on a une belle activité là-bas. Et au global, sur cette zone-là, tu as, je pense, à la louche, entre 25 et 30 collaborateurs, ce qui est quand même une belle réussite. Ce qui est tout à fait significatif. Et plus récemment, donc il y a eu les initiatives en Europe. Donc on a un bureau à Milan, un bureau à Madrid, et on irrigue les pays francophones et l'Allemagne depuis Paris. Très chouette. Donc voilà. Donc ça c'est pour ton activité, la fusion on va pas en parler, ça vient d'être fait, t'es en plein dedans, etc. Ça regarde personne, ça regarde que vous. Moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les classements et surtout sur votre modèle économique. Sans blague. Parce qu'on a tout fait ensemble ce midi et ça nous est déjà arrivé par le passé. Tu m'expliquais que le modèle économique, et c'est une bonne chose de le rappeler, de Leaders League et de Decider n'est pas basé sur les classements et que vous ne touchez pas de cash sur les classements. Pour être clair, on peut pas payer pour progresser dans les classements et on peut pas payer pour être classé. Voilà. Après, l'activité des classements génère du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle, il est assez simple. C'est ce qu'on appelle un modèle freemium. C'est-à-dire que t'as pas la logique du pay to play. Tu peux être classé au plus haut niveau et ne rien payer pour ça. On a plein de cabinets, je veux dire, avec qui malheureusement on n'a aucune activité commerciale et pour autant ils sont très bien positionnés dans les classements. Et je vais te dire d'ailleurs, je vais te prendre un exemple qui est un peu une énormité, mais par exemple, on n'a jamais eu le moindre business avec Claire et Gottlieb. Ouais. Qu'est-ce que vaudrait un classement M&A Large Cap sans Pierre-Yves Chabert, exactement. Voilà. Évidemment, tu vas le positionner au top du classement. En fait, les gens ont envie de communiquer sur un classement. Donc, quand je dis communiquer sur un classement, ça va être nouer un partenariat commercial avec nous qui va graviter autour du produit classement parce que le classement est qualitatif. Parce qu'ils disent c'est un produit de qualité et donc, puisque le produit est reconnu, alors oui, je peux investir sur ma notoriété en partant de ce produit-là. Donc le modèle économique, pour te répondre très précisément, c'est de dire monsieur l'avocat, monsieur le banquier, etc., je viens te voir pour te poser plein de questions sur ton activité, etc. Et donc on va poser plein de questions sur l'activité qui vont nous permettre d'évaluer la performance d'une équipe, la qualité des dossiers, le prestige des clients, etc. Et donc derrière, de nous faire une idée assez précise de comment est-ce qu'on doit positionner cette équipe-là sur un marché donné. Donc là, tu as une équipe éditoriale qui fait le rendez-vous, etc. Sauf que avec le profil éditorial, donc qui est plutôt un profil analyste, et souvent c'est souvent des gens d'ailleurs qui ont fait du droit, Sciences Po, une école de commerce, on a pas mal d'anciens avocats aussi. À côté, il y a un profil commercial
qui à la fin dit « Et d'ailleurs, on vous propose, si vous le souhaitez, de faire de la communication, etc. etc. » Alors, tu peux évidemment dire ouais, mais bon, quand même, est-ce que le mec, il va pas se dire si je paye, je monte, si je paye pas, je risque de baisser, etc. Et non, on peut pas. Enfin voilà, on n'est pas maître de ce que les gens vont se dire en réalité. Le seul truc qu'on maîtrise, c'est, ça je peux te dire, c'est la méthodo, quoi. Et la méthodo, c'est que on fait sur une enquête moyenne. Pas la plus grosse ni la plus petite. En moyenne, une enquête, c'est à peu près 300 rendez-vous, ce qui est quand même assez significatif. Et ces 300 rendez-vous, généralement, vont occasionner ce qu'on appelle des réunions classement, où toute l'équipe se réunit. Alors là, pour le coup, tu as l'équipe éditoriale et l'équipe commerciale. Parce qu'en fait, les gens qui font du commerce, moi par exemple, je fais du commerce, j'ai une vision assez précise des choses. Donc je suis pas illégitime pour porter un jugement sur la performance d'un tel ou d'un tel. Donc tout le monde se réunit, tout le monde partage ses notes, tout le monde partage son point de vue, tout le monde partage ce qu'il a pu entendre, on sort les trucs qu'on a reçus dans le contexte des questionnaires, etc. Et bientôt d'ailleurs, on pourra sortir des infos qui ont été récoltées directement sur le site, puisque désormais les gens peuvent voter sur notre site, c'est-à-dire qu'il y a une petite étoile sur les classements où tu peux cliquer et dire pourquoi tu recommandes un cabinet. Donc on est en train aussi de faire de la collecte de data par ce biais-là. Et donc, là, pour le coup, effectivement, tu alignes toutes les informations et t'en tires les conséquences. Après, si tu veux, la réalité, c'est que si tu as 100 lignes dans un classement, t'en as peut-être 85 qui vont pas bouger d'une année sur l'autre. Je veux dire, notre classement, il n'est pas quantitatif, il est qualitatif. Partant de là, celui dont on a expliqué qu'il était incontournable en 2021, on aurait l'air de quoi si en 2022 on le met 3 rangs plus loin en disant qu'en réalité c'est une burne, quoi. C'est juste pas possible. Le seul cas que tu peux retrouver qui ressemblera à ça, c'est l'hypothèse où tu as toute l'équipe qui se barre. Et là effectivement l'équipe se barrant avec le business, la maison mère, elle dégringolera dans les classements et la structure qui accueille la nouvelle équipe, elle va faire un move hyper important vers le haut. Donc voilà, donc en gros modèle économique, pour te répondre, c'est en fait on essaie de faire le produit le plus qualitatif possible, et en termes classement et en termes prestations commerciales, pour que les gens se disent ça vaut le coup de travailler avec ces gens-là. Et on essaie d'être sympa accessoirement aussi. Mais de toute façon, on a tous des pratiques comme ça en entreprise, c'est-à-dire que là on fait un podcast tous les deux, avec toi c'est pas le cas, t'es pas dans ma cible ou quoi que ce soit, mais nous tous les avocats qui sont passés sur le podcast, à 90% d'entre eux n'étaient pas nos clients avant de passer sur le podcast, mais aujourd'hui 58% des gens qui sont sur le podcast sont nos clients. Et donc c'est un moyen aussi de rencontrer les gens, de se faire connaître, de pouvoir présenter tes services, etc. Ouais. Et donc moi ça me choque pas du tout. Mais donc c'est une bonne chose que tu puisses aussi l'affirmer. Ouais, non mais en fait, si tu veux, c'est facile d'expliquer que le truc est un pay-to-play, etc. Parce que pour être franc, si moi demain je suis classé et que je suis mal classé, c'est un argument assez facile d'aller expliquer que non mais je suis mal classé parce que j'ai refusé de leur filer du pognon. Ça mange pas de pain d'expliquer ça. Après, dans les faits, on peut clairement se planter sur un classement. Hein. Je veux dire, on n'est pas infaillible. On classe en fonction des informations qu'on a. T'as des structures qui à un moment te disent non, je réponds pas à tes questionnaires, je veux pas te voir. Et après, les mecs sont classés avec les pieds, voire disparaissent d'un classement. Et ils disent c'est parce que je leur file pas de blé. Ah non. C'est juste que je peux pas inventer l'info. Il y a des métiers où l'info, tu peux aller la gratter, même si tu me l'envoies pas. Par exemple, je reviens à Cléry Gottlieb, j'ai pas besoin que Cléry Gottlieb réponde à mon questionnaire. Les deals de Cléry Gottlieb, tu les trouveras un peu partout. Il suffit de creuser un tout petit peu pour te dire quelle est l'activité réelle d'une équipe comme celle-là. Mais si je suis sur je suis sur du droit social, ou si je suis sur du contentieux, du pénal, de l'antitrust, de l'arbitrage, etc., si tu réponds pas à mes appels et que tu m'envoies pas de questionnaire, je peux pas l'inventer à ta place, quoi. Et est-ce que vous avez un niveau de détail dans lequel vous descendez ? Par exemple, il y avait un truc qui m'avait assez choqué pendant le rapprochement entre Veolia et Suez. Je crois que j'ai vu
tous les cabinets de la place qui intervenaient et communiquaient en disant qu'ils travaillaient soit d'un côté, soit de l'autre. Est-ce que tu arrives aujourd'hui, ou est-ce que, je sais pas si, pas forcément tu arrives, mais en tout cas tu travailles pour identifier qui étaient vraiment les boss dans ces termes de deal? Parce que entre quelqu'un qui a fait une pauvre consulte et qui dit qu'il a communiqué sur le deal, ou quelqu'un qui va être vraiment à la manœuvre en représentant les managers ou les gros actionnaires, c'est quand même pas la même chose. Est-ce que c'est un niveau de détail que vous allez chercher vous aujourd'hui? En fait, tu l'apprends. C'est-à-dire que la réalité, c'est que t'as même pas, si je te parle d'un deal comme ça, t'as même pas besoin d'aller le chercher, tu le sauras, parce que dans le cadre de l'enquête fusion-acquisition, en l'occurrence, tu vas rencontrer tous les acteurs. Et donc, il suffit de demander, et toi, tu conseilles qui, etc. Et puis, à un moment, tu verras bien, c'est-à-dire que et d'ailleurs, généralement, c'est souvent un petit peu les mêmes que tu retrouves au sommet des deals, et ceux qui vont vraiment accompagner et piloter la stratégie et qui vont organiser le mouvement, je dirais. Tu le sais, tu croises, tu vas rencontrer effectivement tout le monde te parle, et à un moment, tu vois assez clair. Mais tu sais, ce principe, on l'a toujours vu. Alors là, tu cites le deal Veolia-Suez, mais en fait, on a eu pendant longtemps une difficulté quelque part aussi à gérer. C'était comment est-ce que tu gères l'activité typiquement transactionnelle de certaines structures anglo-saxonnes. Pour être clair, donc tu sais, nous on envoie un tableau Excel où on dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous mettre tous les deals sur lesquels tu as bossé cette année. Et donc, tu peux avoir des cabinets qui vont te répondre, et puis ils vont mettre des deals qui pèsent 10, 15, 20 milliards. Simplement, le deal, il va être entre un Américain et un Allemand. Et si tu veux, en fait, eux, en tant que cabinet français, ou bureau français, ils vont gérer la partie qui s'occupe finalement de la filiale française. Mais la filiale française, elle pèse pas très lourd finalement sur l'ensemble du business. Et donc, si tu veux, c'est tout justement le différentiel que tu peux avoir entre un classement quantitatif et un classement qualitatif. Si tu prends un classement quantitatif, je prends une base de classement que j'ai beaucoup utilisée à une époque, qui est Merger Market. Dans les classements Merger Market, tu faisais par exemple, je veux voir tous les deals Private Equity ou M&A en France sur une période donnée. Tu avais un classement et en fait, dans ce classement, tu allais voir apparaître parfois des cabinets auxquels tu t'attendais pas du tout. Et tu pouvais même d'ailleurs voir apparaître régulièrement des cabinets allemands, des cabinets italiens, etc. Pourquoi est-ce que tu voyais un cabinet allemand ? Si tu avais par exemple la fusion ou l'acquisition d'un méga deal entre une boîte française et une boîte américaine, mais qu'il y a une filiale italienne, la filiale italienne, elle est conseillée par le cabinet italien, et donc il va se créditer de 20-30 milliards de valeur d'opération sur son chart, tu vois, en termes de valeur. Alors qu'en réalité, il a géré juste une petite partie de l'opération. Et donc, tu dois toujours un peu faire la part des choses et retraiter le truc. Tu peux pas, voilà, dire, ah oui, effectivement, ton équipe à Paris, elle a été sur un méga deal américano-allemand. Bon, c'est super, mais en vrai, c'est pas toi qui es lead sur le dossier. Le dossier, il a été piloté à New York par un mec de chez Cravath ou je sais pas quoi. Donc voilà, ou alors d'ailleurs même ton associé. Ça peut être ton associé new-yorkais, mais moi je suis pas là pour évaluer la performance globale et mondiale d'une practice. Je suis là pour dire, à Paris, en M&A, vous valez quoi ? Comment je vous positionne sur le marché. Et souvent, une des bonnes manières finalement d'évoquer le truc, c'est de dire quelle est ta capacité à tracter une clientèle domestique. Est-ce que ta clientèle, elle est uniquement drivée par le réseau, ou est-ce que ta clientèle, elle vient aussi pour toi parce que tu es monsieur ou madame super associé, que tu as un nom, que tu as une équipe hyper reconnue et que tu as démontré par ton activité pendant des années ta capacité à être justement lead sur des gros deals domestiques. Et ça, tu vois, voilà, c'est ce type de truc où tu dois faire la part des choses entre une approche purement quanti
Ou purement dire effectivement, tiens, j'ai conseillé dans le cadre de Veolia Suez un actionnaire qui en réalité représente à peu près Podzob, alors qu'en réalité tout s'est joué ailleurs, quoi. Moi j'étais juste là finalement pour l'accompagner parce qu'il y avait une grande valse et qu'il fallait qu'il garde le rythme. Oui. Mais pour autant, je peux me créditer dans une logique quantitative de l'intégralité de la valeur de l'opération, selon des critères qui seraient purement quantitatifs. Très Donc clair. c'est vraiment la limite du truc. Ok. Et là, du coup, on parlait un peu de méthode, etc. Est-ce que tu pourrais rentrer dans le cœur de la méthode? Parce que quand on avait échangé, c'était vraiment un truc qui te tenait à cœur, et je pense que c'est vraiment très important que tu puisses parler des méthodes, même si tu en as parlé un petit peu tout au long du podcast. Vraiment, si tu te devais synthétiser la méthode que vous utilisez aujourd'hui au quotidien, c'est quoi? Déjà, c'est le premier point, c'est le socle. C'est l'existant. C'est-à-dire que ce que je disais, c'est quand même l'essentiel d'un classement. Déjà, c'est la reprise de l'édition antérieure. Donc déjà, la base de ta méthode, c'est l'historique. C'est le fait d'avoir une historique ou un historique, j'oublie, sur le classement donné. Et puis des gens qui font ça depuis pas mal d'années, qui ont une vraie connaissance marché, voilà. Après, tu as des critères, et les critères d'ailleurs vont pas toujours être les mêmes d'un classement à l'autre, puisque on classe plein de spécialités et puis plein de professions différentes. Mais si je dois être assez simple dans l'approche, tu vas avoir la structure de l'équipe, donc quelle est sa taille, quelle est sa seniorité, quel est ce qu'on appelle le leverage model chez les avocats, c'est-à-dire ton ratio associé tout collaborateur. On sait que tu vas pas avoir la même capacité de production si tu es dans une logique où t'as pas de collab tout simplement, ou si tu es sur un modèle, un associé pour 10 collabs, où là on se dit que l'associé a priori il fait quand même beaucoup de développement, il n'est pas des masses sur les dossiers. Tu vois, le modèle historique par exemple des Bredin et Darrois, même si ça a changé, mais historiquement c'était du 1 pour 1. Ça fonctionnait comme ça pendant des années. Tu vas avoir évidemment la taille des dossiers. Est-ce qu'on me positionne sur des grands enjeux, ou est-ce qu'on me positionne sur des enjeux mineurs? Est-ce que je suis l'avocat qui va accompagner le petit client sur ses plus gros dossiers? Est-ce que je suis l'avocat qui va accompagner le gros client sur ses petits dossiers? Est-ce que je suis l'avocat qui accompagne le gros sur les gros, etc., etc. Ça te positionne aussi. On voit un petit peu pourquoi on vient de chercher. Le petit client qui vient de chercher pour ses plus gros dossiers, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que t'es vraiment là, la tête dans la stratégie. À l'inverse, tu es le petit avocat entre guillemets du gros client. Ça veut dire que tu as aussi des possibilités de monter sur les gros dossiers si tu travailles bien. Voilà, donc parce que le gros client, grand cabinet, petit cabinet, mais le niveau d'exigence, a priori, lui, il bouge pas, parce que c'est le même donneur d'ordre à la fin. Tu vas évidemment, c'est l'évidence, et tous ceux qui pourraient le nier auprès de, je sais pas, d'autres boîtes qui font des classements, le chiffre d'affaires. Je veux dire, le chiffre d'affaires, c'est évident que ça pèse lourd dans le point. Moi, je demande systématiquement le chiffre d'affaires. Parfois, on me le donne pas, mais 100% des rendez-vous, je veux connaître le chiffre d'affaires, parce qu'on peut me balancer tous les dossiers du monde. Si à la fin, je me rends compte que le PNL de l'équipe en face de moi, sur une practice où le chiffre moyen par associé il est d'1,5 million et qu'on me dit moi c'est 500 000, ok, d'accord, j'ai compris. Donc en fait, de deux choses l'une, soit tu pètes les prix délibérément, soit en réalité tu es quand même très en dessous de la moyenne marché. Ensuite, on est hyper attentif à l'évolution de ton équipe. Est-ce que tu es sur une équipe qui s'oriente à la hausse ou une équipe qui s'oriente à la baisse? Est-ce que j'arrive à recruter du people? Est-ce que je cherche des latéraux? Ou est-ce qu'au contraire, je viens de perdre 2 associés sur les 12 derniers mois qui sont barrés pour rejoindre un autre cabinet, monter le leur ou je sais pas quoi. Donc, si tu veux, voilà, je peux décliner pendant longtemps, mais je pense que tu vois bien le truc. En fait, c'est des infos finalement de bon sens, quoi. Et puis, ça, c'est ce qu'on prend en direct. Et puis, tu as ce qu'on prend en indirect. Ce qu'on prend en indirect, pour faire simple, c'est de dire, je fais l'entretien, et puis ensuite, je monte le classement à la personne avec qui je fais l'entretien. Et je dis maintenant, si tu es à ma place, et que je te dis de faire le classement, qu'est-ce que tu fais comme changement dans le classement? Comment tu le bouges? Qui tu montes? Qui tu baisses? Qui pour toi est oublié? Qui pour toi est trop haut? Qui pour toi est trop bas?
Et là, on dit aux gens, vas-y, tu as des recommandations sur les classements, donne-moi tes recommandations sur les classements. Tu le demandes à la personne que tu pourrais avoir face à toi pour savoir en gros où elle se placerait par rapport Non, je lui demande pas où elle se placerait, je demande comment il juge le classement. Okay. Et en général, évidemment, ils me disent où est-ce qu'ils se placeraient, sinon c'est pas drôle. Ouais. En même temps, c'est le moment, hein. Enfin, je veux dire. T'as déjà des mecs ou des nanas qui t'ont dit, en gros, ils étaient, à la 12e place de ton classement, et genre qu'ils avaient une place méritée dans le top 3. Oui, bien sûr. je vais être. Je vais me mettre pire que ça. Je te dirais que si sur un entretien, j'en suis arrivé au stade, ou si pendant un entretien, quelqu'un me dit non, mais je suis à ma juste place. Il y a une petite sirène qui s'arrête, il est trop haut. Okay. Donc voilà, non, bien sûr, les gens demandent toujours à grimper dans les classements. Enfin, en même temps, c'est le moment pour. Bien sûr. Je veux dire, on est quand même déjà suffisamment emmerdant, on leur prend du temps, on les classe, etc. Je suis pas sûr que j'aimerais être classé dans mon métier. Et d'ailleurs, tu l'as un peu fait il y a pas très longtemps. Mais voilà. Donc oui, effectivement, on chope un max de commentaires. Et est-ce que vous arrivez à donner le retour d'investissement que les avocats peuvent avoir grâce à vos classements ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'entendent sur le marché en disant ces classements sont ultra pertinents pour la marque employeur parce que étant donné que les élèves avocats ou étudiants ont peu d'informations sur le marché, c'est l'élément de référence qui va leur permettre de candidater dans tel ou tel cabinet. Certains autres vont dire non, le classement est ultra pertinent parce qu'aujourd'hui les décideurs et notamment les directions juridiques, les responsables juridiques ou les juristes se réfèrent à ces classements pour choisir certains avocats qu'ils n'ont pas aujourd'hui en panel ou pour travailler sur leur panel et justement intégrer ou sortir des cabinets d'avocats. Est-ce que toi tu as de la donnée par rapport à ça ? Est-ce que tu as des chiffres ? J'adorerais te dire que oui, mais non. Ça, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés et en matière marketing, on est assez mal chaussé de ce point de vue-là. Pour autant, ouais, t'as tout dit. Moi, je veux dire, je pense pas du tout que le classement soit le driver business majeur d'un cabinet d'avocats, d'un banquier d'affaires ou que sais-je. C'est pas ça. En revanche, ça participe d'un faisceau d'indices. T'as plein d'éléments qui font que tu choisis de confier tes intérêts en tant qu'entreprise à une société de conseil et quel que soit le métier de la société de conseil en question. Déjà, le premier truc à dire, c'est que c'est vachement contre-intuitif de confier tes intérêts à un tiers. C'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de faire dans la vie. Généralement, quand on le fait, c'est parce qu'on est face à un bug technique qu'on sait pas gérer. Le cas d'ailleurs le plus fréquent, c'est le médecin. Moi, je sais pas m'auto-opérer si j'ai un problème, donc je vais voir un médecin. En droit, par exemple, c'est la même situation. Je reçois une assignation par une boîte qui me demande X millions au commerce. Je bug, quoi. Je sais pas quoi faire, donc j'ai besoin d'aller voir quelqu'un qui sait quoi faire. Donc généralement, tu as pas mal d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte pour identifier le conseil qui t'accompagnera. Et le classement fait partie de ces éléments. Pour moi, le classement, en fait, il intervient pour valider une décision. Parce que à la fin, de toute façon, tu choisis pas le conseil à qui tu vas confier un enjeu parfois vital et filer des honoraires parfois colossaux. Tu le choisis pas parce que il a une bonne ligne chez décideur ou je sais pas qui. Tu vas le choisir parce que tu l'as rencontré, parce que tu en as vu d'autres, parce que ça s'est bien passé, parce que tu as été convaincu par le discours, par la posture, par l'attitude, parce que le tarif qui t'est proposé te paraît correspondre aux enjeux que tu dois affronter. Et en fait, le classement lui te dit quoi ? Il te dit, et en plus de ça, effectivement, un organisme indépendant certifie que cette personne ou cette société, cette équipe, a un niveau de jeu réel, puisque cette équipe est très bien positionnée chez Décideur ou chez Chambers ou je sais pas quoi en fait. Et donc on vient, voilà, moi j'appelle ça l'endorsement business, si tu veux. Ça peut générer du lead, hein. Je veux dire, j'en ai plein des cas de gars qui m'ont dit j'ai chopé un dossier grâce à toi, et à l'inverse, j'ai eu des gars qui m'ont dit j'ai pas eu un dossier parce que j'étais moins bien classé que l'autre et on m'a dit que c'était pour ça. Donc tu as ce cas-là, mais globalement, on est quand même sur la bataille de la réputation. Et en fait, il y a plein de gens qui disent ah mais les classements c'est chiant, etc. J'aimerais que ça n'existe pas.
Ils le font. C'est pas qu'ils le font, c'est que moi, généralement, quand on me dit ça, je dis très bien. Comment t'imagines le marché du droit si les classements n'existent pas? Moi, je considère que le marché du droit, pour zoomer un peu là-dessus, puisque c'est ton audience, a une chance inouïe que les classements existent. Parce que si les classements n'existent pas, c'est le règne du pur market. Je veux dire, tu aurais demain, si demain les classements n'existaient pas, tu veux connaître les meilleurs cabinets d'avocats en droit du travail, en taxes ou que sais-je, finalement, ce sera à qui gère le mieux le référencement sur Google. Et je peux te dire que ceux qui a celui le plus gros réseau, la plus grosse famille, etc. Voilà, et ceux qui géreront le mieux, je te donne dans le mille, ce ne sera pas les Français. Je veux dire, ce sera des grosses bécanes anglo-saxonnes. Prends l'expertise comptable, le monde du chiffre en général. Tu n'as pas de classement. On n'a pas le sentiment quand même d'avoir affaire à un marché qui a la même vitalité entrepreneuriale que ce que tu peux retrouver chez les avocats. Tu es quand même sur un univers qui est ultra dominé par les bigs, quoi. En droit, on est sur un truc qui est quand même vachement différent, et effectivement, demain tu poses ta plaque, tu montes ton petit cabinet, tu fais de la propriété industrielle, voilà, tu fais des marques, etc. Vous êtes 4, vous êtes jeunes, vous voulez tout défoncer, et vous allez trouver une place dans un organisme de classement comme Leaderzig, qui va vous proposer de la visibilité, etc. Et in fine, tu auras une ligne dans un classement et tu auras très précisément la même place que le cabinet qui fait ça depuis 30 ans et qui a pignon sur rue. Et en ça offre justement une visibilité, et je considère que ça rétablit, on va dire, une forme d'équité dans la visibilité dont vont bénéficier les gens qui sont classés. Et vraiment, sur d'autres métiers, je considère que c'est pas du tout le cas, au contraire. D'où le nom que tu as cité au départ, c'est-à-dire que toi, tu ne parles pas de classement en interne, mais tu parles bien d'agence de notation. Ouais, c'est ça, ouais. Pierre, il nous reste 5 minutes, on a même déjà un petit peu dépassé le timing qu'on s'était fixé tous les deux, mais c'est pas grave, c'est super intéressant. Je pensais pas que tu allais m'en donner tant, mais c'est très chouette d'être J'essaye. J'ai une dernière question à te poser, et je veux l'aborder, je sais que c'est un peu moins cool, mais Décideur, aujourd'hui c'est moins vrai, mais en tout cas a souffert d'une réputation difficile et délicate. C'est vrai. Est-ce que tu peux vite fait nous raconter ce qui s'est passé sans forcément rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas besoin d'en parler, et surtout comment vous avez réussi à redresser justement la barre par rapport à la réputation? Écoute, déjà la barre, on n'a pas fini de la redresser, pour commencer, pour remettre les choses à l'endroit. Si tu veux, pourquoi on a souffert de cette réputation? En fait, on a souffert de cette réputation parce que déjà, quand tu fais un classement, tu as essentiellement des coûts à prendre. Je veux dire, tu vas travailler sur les systèmes de rémunération de cabinet. Ouais, non mais voilà, tu vas classer 100 boîtes. Si tu fais un top 100, vraisemblablement, le plus content c'est le numéro 1, et dès le numéro 2, il va te demander pourquoi je suis pas numéro 1. Déjà, c'est le premier élément à prendre en compte. Le deuxième élément, c'est que quand la boîte s'est montée, c'est Pierre-Etienne qui l'a lancé à la fin des années 90. Pierre-Etienne, aujourd'hui, il a 46 ans. Hein. Ça, c'est pas un vieux croulant, etc. Il faut se remettre dans le contexte. Il a monté la boîte avec énormément d'énergie entrepreneuriale et avec un culot de dingue. C'est-à-dire qu'il est allé voir les grands patrons de cabinet de l'époque, et il leur a dit, voilà, moi j'arrive, je fais ça, et je vais vous permettre de toucher telle audience, etc. Voilà, suivez-moi. Et en fait, les premiers qui ont joué le jeu, ça a été des cabinets français, ça a été notamment Gide à l'époque, etc. Et il est vrai qu'à l'origine, je pense qu'un cabinet comme Gide a pu bénéficier d'un traitement de faveur d'une certaine manière. Mais si tu veux, c'était il y a plus de 20 ans, quoi. Il faut remettre les choses dans leur contexte, et il faut s'imaginer que tu as un type qui est à peu près tout seul, qui portait le book d'ailleurs à l'époque, c'est de dire le temps, parce que le book est plus vraiment le truc le plus à la mode aujourd'hui, et donc il a essayé de faire son truc, et en même temps tu vas pas cracher à la gueule d'un Gide qui t'ouvre ses portes à ce moment-là. Donc voilà, il y a eu ça, mais c'est pas pour autant d'ailleurs, parce que moi quand je suis arrivé il y a 15 ans, Gide n'était pas numéro 1, etc. C'était déjà quand même vachement propre.
Après, oui, on avait déjà pas mal de classements et ça se change pas en un claquement de doigts. Et encore une fois, c'est très lié aux informations que tu as. Donc, il y a eu un vrai travail de remettre les choses à l'endroit. C'est plus de mettre de la tranquillité et en fait apaiser le discours pour avoir quelque chose qui soit plus facilement compréhensible et puis on a fait preuve de beaucoup d'humilité en fait aussi à un moment, dire ok, on accepte de se prendre des baffes et de modifier les trucs, etc. Et donc on a fait le gros du chantier, je dirais. On a fait l'essentiel il y a une petite dizaine d'années, quoi. Après, c'est vrai qu'une réputation, c'est très rapide à défaire et très long à construire. Donc voilà, on y travaille encore. Mais tu vois, c'est très lié finalement à des questions de génération. C'est-à-dire que les vieux avocats, les avocats qui arrivent aujourd'hui un peu sur la retraite, je veux dire, voilà, c'est pas une insulte, mais des avocats qui ont 60, 70 ans, etc., qui ont dirigé des grands cabinets, qui ont eu des carrières exceptionnelles, pour certains, effectivement, peuvent garder un souvenir parfois un peu, ouais, décideur, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et à l'inverse, quand tu travailles avec d'autres générations d'avocats, ce qui est beaucoup mon cas, hein, parce que je suis pas si vieux que ça, on n'a pas du tout cette même relation ni cette image, etc. Parce que quand ils ont commencé à s'intéresser au classement, ils n'ont pas vu de trucs en se disant oh là là, ça craint, ça pue, ça n'a pas l'air légitime. Et d'ailleurs, le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est de dire que cette réputation que tu évoques, si je vais sur d'autres métiers, elle n'existe pas. C'est-à-dire que des métiers sur lesquels on s'est penché beaucoup plus tard, je pense par exemple au métier de la gestion de patrimoine, on n'a pas du tout cette espèce de côté de dire c'est un pay-to-play ou de gars qui vont t'expliquer que les dés seraient pipés ou je sais pas quoi. Et c'est pareil dans l'écosystème des ressources humaines. Voilà. Donc effectivement, c'est une vieille image qui repose sur, ouais, je vais pas dire qu'il n'y a jamais rien eu, mais franchement, entre l'image et ce qui a pu être dit et la réalité, honnêtement, t'as juste un univers. Et donc aujourd'hui, le truc est... voilà, bon, après, écoute, on vit avec, ça ne nous empêche pas de grandir. Et puis moi, à titre personnel, je trouve que voilà, quand je me prends un scud, je trouve ça toujours sympa. C'est l'occasion aussi de redéployer la méthodologie, d'expliquer. Voilà, toute attaque est une bonne opportunité d'être pédagogue et de remettre l'église au milieu du village. Très chouette. Pierre, merci beaucoup pour cet échange. Merci Valentin. Habituellement, je laisse toujours un mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin à destination de qui tu veux, de tes proches, de tes équipes, de Fika, de Laurenceau, de qui tu veux? C'est la minute Pierre Netter. Écoute, non, je vais pas remercier ni mes proches, ni Pierre-Etienne, ni Gaël, ni personne. En revanche, je vais juste dire un mot aux avocats, puisque je sais que tu en accompagnes beaucoup dans leur développement, et leur dire que déjà, ils ont bien fait de choisir cette profession, parce que moi, j'ai pas pu, et je trouve que c'est un métier génial. Je me suis fait plein de potes au cours des 15 dernières années, qui n'hésitent pas à monter leur cabinet, parce que finalement c'est une expérience géniale, c'est un métier génial, c'est un médecin de famille à l'échelle de l'entreprise, et quand ils deviendront un peu grands et qu'ils voudront devenir encore plus grands, qui se rappellent de ce podcast et de moi en particulier. Voilà. Nickel Pierre. Écoute, je te remercie pour ton temps, je te souhaite une belle journée. À toi aussi, bon week-end. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.